Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Connectez-vous, connectez-vous, on va se laisser. Voilà, c'est l'incontournable Guégué complet. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Partagez le direct, partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez-le dans les groupes. Taguez vos amis à suivre ce direct, c'est très important. Nous allons parler de la Transnistrie. Voilà. La Transnistrie. La Transnistrie. On va parler de ça. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous me recevez? Je vais faire coucher le téléphone un peu comme ça. Attendez. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Voilà. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous recevez Guégué complet? Je vais faire un truc. Et ça, pourquoi ça va? Voilà. Est-ce que vous me recevez? Reste tranquille. Reste tranquille. Est-ce que vous me recevez? Voilà. Donc, merci d'abord pour ça. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guégué complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur, l'italien, docteur Monton. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino Camari, de la Boucha. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la Transnistrie. Voilà, c'est le nom un peu compliqué. Hein? La Transnistrie. Voilà. Donc, vous savez comment cette partie a été créée. C'est une portion de la Moldavie qui est entre l'Ukraine et la Roumanie. Auparavant, la Roumanie et la Moldavie étaient un seul pays. Voilà. Et donc, suite à l'écroulement de l'Union soviétique, cette partie de la Roumanie a pris son indépendance, qui est la Moldavie. Et suite à ça, au sein de la Moldavie, il y a eu une partie de la Moldavie qui fait frontière avec l'Ukraine, qui a pris son indépendance, qui a proclamé son indépendance. Et sur ce territoire-là se trouvent 150 000 militaires russes. Est-ce que vous comprenez? 150 000 militaires russes qui se trouvent sur cette partie de la Moldavie. De la Moldavie qu'on appelle la Transnistrie. Non, c'est 1500, voilà, 1500 militaires russes. Excusez-moi, j'ai dit 150 000, mais c'est 1500 militaires russes qui s'y trouvent. Et dans cette partie de la Moldavie qu'on appelle la Transnistrie, il y a 22 000 tonnes d'armes qui se trouvent là. C'est-à-dire, c'est le plus grand dépôt d'armes au monde. J'ai dit le plus grand dépôt d'armes au monde. Même la France ne dispose pas d'un tel dépôt d'armement. 22 000 tonnes. Je ne vous dis pas 22 tonnes. 1000 tonnes, 1000 tonnes, 1000 tonnes, jusqu'en 22 000. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce sont des millions d'obus qui se trouvent là-bas. C'est-à-dire, si un pays s'encapare de ça, ce pays devient le pays le mieux armé. Voilà. Pour produire de tels obus, il faut des années à un pays qui a une bonne industrie d'armement. Voilà pourquoi dans cette partie de l'Europe se trouve le plus grand dépôt d'armes au monde. Donc 22 000 tonnes, ce n'est pas petit. C'est beaucoup de trucs. C'est beaucoup de trucs de munitions. Et comme les pays occidentaux ont un problème d'industrie pour produire et suivre la cadence
de l'opération militaire qui se passe en Ukraine, l'Amérique seule ne peut pas suivre la cadence parce que l'Amérique doit défendre ses intérêts à travers le monde. Est-ce que vous comprenez? Alimenter ses bases militaires jusqu'à l'Amérique, tellement c'était chaud sur les Américains, ils étaient obligés d'aller prendre leurs munitions qu'ils avaient gardées en Israël. Oui, 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 ils avaient un dépôt de munitions en Israël, ils sont allés chercher ça là-bas pour livrer ça à l'Ukraine parce que c'est chaud sur le terrain. Et les Américains aussi doivent soutenir leur base militaire. Ils ne doivent pas dépouiller leur stock d'armement parce qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait. Et parce que si eux seuls, ils suivent la cadence, ils vont se dépouiller. Même s'ils sont riches, comment, à un moment donné, ils vont se dépouiller pour l'Ukraine. Donc l'Amérique veut que l'Occident fasse pareil. Mais les industries d'armement de l'Occident ne sont pas à la hauteur pour suivre la cadence. Alors, ils trouvent que dans cette partie de la Moldavie se trouve le plus grand dépôt d'armes et de munitions au monde. 22 000 tonnes. Alors, ils veulent s'accaparer de ça pour mettre ça à la disposition de l'Ukraine. Parce que ces armes, ces munitions qui sont là-bas sont des munitions soviétiques. Donc, ce sont des munitions soviétiques. Or, les armes que possède la majeure partie des Ukrainiens sont des armes soviétiques. Donc, ce sont des munitions qui peuvent répondre aux besoins des Ukrainiens, puisqu'ils savent manipuler bel et bien ces genres de munitions. Et donc, comme l'Ukraine est en pénurie de munitions, ils ont des armes. Les Occidentaux envoient des armes, mais au niveau des munitions, ils n'arrivent pas à suivre la cadence. Et donc, du coup, ils veulent s'accaparer de ça. Or, cette partie de la Moldavie qu'on appelle la Transnistrie, la Russie considère la Transnistrie comme une partie intégrante de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie considère que c'est son territoire, c'est sa patrie. Et elle couvre cette partie de la Moldavie de sa doctrine nucléaire, en fait. Alors, qu'est-ce que les Ukrainiens prévoient de faire? Eux et puis les Américains. D'ailleurs, les Américains ont demandé à la présidente moldave, qu'on appelle Maria Sandu, qui a été formée aux États-Unis et tout, qui est au pouvoir en Moldavie, de couper les liens avec la Transnistrie. Donc, les liens de communication, tout ont été coupés. Ont été coupés sous l'ordre du truc d'Amérique et les Occidentaux. Pour dire qu'ils ont intercepté un document secret russe qui prévoit une attaque sur la Moldavie depuis la Transnistrie. Mais en réalité, ce sont des mensonges. L'objectif, c'est qu'ils veulent s'accaparer de la Transnistrie. Donc, les Occidentaux ont dit qu'ils vont aider la Moldavie à récupérer cette partie de la Transnistrie. Mais comme ils ne veulent pas rentrer directement dans la danse, alors ils sont là à apporter un soutien aux Ukrainiens. Ils ont dit qu'ils vont donner un soutien aux Ukrainiens, côté logistique et tout. Donc, ils sont là à envoyer des chars. En ce moment où je vous parle, il y a des troupes ukrainiennes qui se dirigent là-bas avec des chars de guerre et tout. Et les Occidentaux sont impliqués là-dedans. Et la Roumanie a dit que si la Moldavie s'associait avec l'Ukraine pour attaquer la Transnistrie et que la Russie réagissait, alors la Roumanie ne va pas laisser la Moldavie seule. Elle sera dans l'obligation aussi d'intervenir au nom au nom des liens qu'ils ont en commun et tout. Et donc, les Occidentaux, ils veulent, en fait, l'OTAN veut rentrer dans la guerre par le biais de la Roumanie et de l'Ukraine. Et donc, le prétexte, c'est que les Ukrainiens veulent porter des tenues militaires russes. Est-ce que vous comprenez? Des tenues militaires russes pour s'attaquer à la Moldavie. Puisqu'ils ont déjà fait croire aux Moldaves que les Russes veulent attaquer la Moldavie. Donc, ils veulent porter des tenues militaires russes pour attaquer la Moldavie et faire croire
à la Moldavie que c'est la Russie qui est en train d'attaquer. Et donc la Moldavie va s'apprendre à la Transnistrie. En même temps, les Ukrainiens vont profiter pour dire, bon, nous allons vous aider à libérer la Transnistrie. Alors, en ce moment-là, la Roumanie sera dans l'obligation de rentrer dans la danse. Et la Russie a mis en garde qu'elle surveillait de près les manœuvres militaires qui se passaient autour de la Transnistrie et que quiconque attaquera la Transnistrie, la Russie considérera cette attaque contre une attaque directe envers la Fédération de Russie. Et donc, c'est-à-dire, cette attaque mettra en danger l'existence même de la Russie. Et donc, elle réagira violemment envers ceux qui organisent ce coup. Et donc, le ministère de la Défense dit que non, il surveillait ce qui se passait en Transnistrie, autour de la Transnistrie. Il surveillait ça de près. Et que toute attaque contre la Transnistrie sera considérée comme une attaque directe envers la Fédération de Russie. Donc, voici un peu ce qui se passe en fait. Donc, la guerre risque de déborder et ça va être une guerre entre l'OTAN et la Russie. Parce que si la Transnistrie est attaquée, la Russie sera dans l'obligation de lancer une guerre totale contre l'Ukraine et en même temps la Moldavie. Et donc, ça ne sera plus une opération spéciale militaire, mais ça sera une guerre dégénérée parce que la Russie ne peut pas se permettre de laisser les 22 000 tonnes d'armes, d'obus, de munitions qui se trouvent sur, dans cette place de la Transnistrie aux ennemis russes, parce qu'ils savent que 22 000 tonnes, même la France même n'a pas un nombre de munitions pareil. Voilà. Pour avoir ça, pour que la France puisse avoir ça, il lui faut des années de trucs, des années de production de munitions pour avoir 22 000 tonnes. Donc, 1000 tonnes jusqu'à 22 000, la France est loin d'avoir de telles munitions. Or, ça y est là. Donc, eux tous, ils rêvent de s'accaparer de ça en fait. Parce que s'ils s'accaparent de ça, ça peut leur permettre de faire la guerre pendant un an. Une guerre de haute intensité pendant un an. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, 22 000 tonnes de munitions, tu t'encapares de ça. Tu peux faire une guerre de haute intensité pendant un an. Donc, sans manquer de munitions. Parce que ce sont des millions de trucs, de munitions qui se trouvent là-bas en fait. Donc, ça peut leur permettre de faire la guerre pendant un an. Vous comprenez? Et donc la Russie ne peut pas leur permettre cela. Elle ne peut pas accepter cela. Et donc, non, la Russie ne peut pas laisser ça. Ça va dégénérer. Puisque la Roumanie veut rentrer dans la danse, qui dit Roumanie dit truc OTAN. Voilà. Et en fait, les pays occidentaux veulent. Je vous avais dit que si la Russie échoue en Ukraine, tous les pays qui sont aux alentours de la Russie, les Occidentaux vont vouloir s'accaparer de ça. Vont vouloir faire rentrer ça dans l'Union européenne et l'OTAN. C'est ça le danger en fait. Donc la Russie n'a pas le droit d'échouer. Déjà, ils n'ont même pas encore maîtrisé la Russie au niveau de l'Ukraine. Ils veulent déjà s'apprendre à la Moldavie et à la Transnistrie. Vous comprenez? Mais suite à ça, ils vont vouloir quoi encore? Ils vont dire, bon, la Géorgie. En fait, ce sont des provocateurs. Ils provoquent, ils provoquent, ils provoquent. C'est des gens, ils provoquent partout, ils gâtent partout. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ouvrir plusieurs fronts contre la Russie. Parce qu'ils voient que le front unique ukrainien face à la Russie, parce qu'eux, ils veulent battre la Russie sur le terrain militaire. Bon, avec tous les efforts qu'ils fournissent, tout l'argent qu'ils donnent, toutes les informations, toutes les armes qu'ils donnent, l'Ukraine n'apporte pas un résultat concret. Est-ce que vous comprenez? La contre-offensive ukrainienne, oui, ça avait marché, mais c'était pas trop ça. Au niveau de Kharkiv, la Russie est en train de prendre du terrain. C'est la partie où la Russie avait perdu, elle est en train de gagner du terrain au niveau, dans la région de Kharkiv. Vous comprenez? Donc, elle gagne du terrain de l'autre côté. Elle gagne du terrain au niveau des Zaporoïdes. Elle gagne du terrain au niveau du Donbass. C'est bon.
Si les Ukrainiens lancent encore une contre-offensive, peut-être la Russie va reculer encore un peu et puis elle va encore lancer. Et donc ça sera comme ça. Et elle détient aujourd'hui, parce qu'elle a repris du terrain, donc ça fait maintenant 20% du territoire ukrainien. Et les Occidentaux ont un problème en ce moment, puisque la Russie avance seulement. Avant-hier, au niveau de Kharkiv, ils ont avancé de 5 km en profondeur. 5 km, c'est beaucoup quand même. Hein? Ils ont lancé une petite contre-offensive. Les Ukrainiens ne s'attendaient pas à ça. Et les Russes sont entrés jusqu'à profondeur de 5 km au niveau de Kharkiv. Donc, 5 km, c'est quand même un truc. Voilà. Terrain de guerre en une journée, 5 km, c'est quand même un truc. Hein. Sinon, c'est pas mètres, 100 mètres, 200 mètres. Mais en une journée, 5 km, c'est quand même assez. Voilà, c'est pas une petite affaire. Donc, voilà un peu. Donc, ils voient que sur le théâtre ukrainien, ils n'y arrivent pas. Ils mettent le paquet et tout. Aux États-Unis, ils disent, bon, il faut livrer des avions de 5e génération à l'Ukraine. Parce que ils comprennent que les F-16 là, vont se faire abattre comme des mouches en Ukraine. Parce que les avions russes, les MiG, non, les Sukhoi 35, les Sukhoi 30, 34 vont abattre les F-16 comme des mouches et vendre ces avions sur le plan international. Les gens vont préférer acheter maintenant les avions russes. Et donc, ils sont inquiets pour ça. Donc, Victoria Nuland, il dit, bon, ils sont là, réfléchis au Patagone, si possible, de fournir des avions de 5e génération à l'Ukraine pour faire la différence. Mais là encore, il y a problème. Si les avions de 5e génération se font dégommer, mais c'est fini pour l'industrie d'armement américain. Parce que ça sera mal vu. Ils vont dire, mais vos avions furtifs ne sont pas si furtifs que ça. Et donc, les systèmes de défense russes vont avoir assez de trucs, preneurs, assez d'acheteurs. Donc, ils sont là. Voilà pourquoi ils hésitent. Ils veulent envoyer des avions, mais si leurs avions se font abattre comme des mouches, les gens vont dire, bon, votre technologie n'est pas, de l'aviation n'est pas tellement ça. Vous voyez, les drones Bayraktar ont montré les limites en Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de trucs, de personnes qui parlent. Vous attendez encore de Bayraktar, non? Personne ne parle encore de ça. Parce qu'à un moment donné, les Russes ont commencé à abattre ça comme des mouches. Les Turcs eux-mêmes, ils ont retiré ça pour ne pas que leur marché se gâche. Ce sont les drones iraniens que les gens achètent. Même la Chine a passé une grande commande de drones iraniens. La Chine a passé une commande. La Russie prend. Donc, les Iraniens, ils sont devenus leaders dans le Moyen-Orient en matière de drones. Bon, en dehors d'Israël, hein, mais voilà. Ce sont les drones iraniens qui montrent leurs efficacités face au système de défense aux occidentaux et tout, qui ont été déployés en Ukraine. Malgré ça, les drones iraniens réussissent à faire des dégâts. Donc, tout le monde s'intéresse. La Chine a passé une grande commande, la Russie passe aussi. Donc, voilà, c'est ça la coopération. Par contre, la Turquie, personne ne s'intéresse maintenant à ces Bayraktar. C'est fini. Peut-être en Afrique, oui, face à des petits barbus, voilà, ça peut marcher, mais des pays lourdement armés, les Bayraktar ne peuvent rien faire. Donc, voilà un peu. Or, rien ne se passe. Wagner et l'armée régulière russe, rien ne se passe. Il n'y a pas de truc. Il peut y avoir des mésententes, des mécontentements par rapport à certaines situations, c'est normal. Mais ils ne sont pas en conflit, puisque Wagner ne produit pas des armes. Hein? C'est l'armée régulière russe qui donne des armes à Wagner. Donc il y a des gens qui me demandent qu'est-ce qui se passe. Maintenant, quand Prigogine il dit, bon, lui, là, Wagner a une aviation, l'avion là quitte où? Mais ça appartient à l'armée régulière russe. C'est l'armée régulière russe qui a mis à disposition Wagner, a donné des avions à Wagner pour dire, bon, il faut utiliser ça, hein, forme tes pilotes, et donc ils ont leurs propres pilotes, et l'armée régulière russe leur a donné des avions, hein, d'appui-feu. Donc voilà, les chars de guerre qu'ils ont. Est-ce que Prigogine, il a un truc, il a, hein, Prigogine ou quoi là,
Est-ce que lui, il a armurerie pour faire truc? Non, c'est l'armée russe qui lui fournit. Donc, à un moment donné, parce qu'il parlait beaucoup, il voulait se comparer au chef d'état-major. Et donc, l'armée russe avait commencé à limiter la fourniture des armes et des munitions. Voilà pourquoi il se plaignait, pour dire qu'il n'avait plus de munitions et qu'il y a une politique bureaucratique militaire qui fait que, bon, Wagner n'avance pas trop parce qu'il lui manquait de munitions et ceci, cela. Et qu'il aimerait que, voilà, l'armée russe lui fournisse des munitions et tout. Voilà pourquoi il avait fait une vidéo pour dénoncer ça. Et suite à ça, bon, ils ont dit, bon, ils vont lui redonner les munitions, mais il faudrait que, faut pas, il va avoir assez de zèle. Voilà, parce que sans l'armée russe, son groupe, on n'est rien. Puisque pour avoir les armes et tout, tout ce qu'il a, les tenues militaires, c'est l'armée russe qui lui fournit ça. Lui, il fournit seulement les armes, les hommes. Même pour avoir les prisonniers russes, là, il faut l'accord de l'État russe. Lui-même, il ne peut pas se lever pour dire je vide les prisons. Donc, voilà, il y a la réalité et puis il y a la propagande. C'est que les chaînes occidentales disent. Parce que pour qu'ils puissent avoir les combattants, il faut l'accord de l'État russe. Il ne peut pas ouvrir les prisons comme ça, prendre les gens sans qu'on lui fasse quoi que ce soit. Non. Avant de faire ça, il faut que l'État russe soit d'accord. Et donc, voilà, c'est clair. Donc, n'écoutez pas les chaînes pour dire non, il y a une confrontation entre l'armée russe et Wagner. C'est du n'importe quoi. Il ne peut pas avoir de confrontation entre l'armée russe et Wagner, puisque c'est l'armée russe qui appuie Wagner. Au niveau de l'armement, l'aviation, l'artillerie, les munitions et tout, ce sont les usines de production des armes en Russie qui fournissent à tous ceux qui sont sur le terrain. Donc, ces usines-là sont contrôlées par les chefs d'état-major russes. Ces usines sont contrôlées par l'armée russe. Ce n'est pas Wagner qui contrôle les usines d'armement en Russie. Donc, si eux, ils produisent et qu'ils ne veulent pas donner à Wagner, là, lui, son groupe va avoir quel autre arme pour aller faire guerre. C'est tout. Donc, il peut y avoir des mécontentements parce qu'il attendait quelque chose, ils ne lui ont pas donné. Parce qu'à un moment donné, il parlait trop. Donc, c'est ce qu'il dénonçait, que la bureaucratie, ceci, cela, que si on lui avait donné les armes dont il avait besoin il y a longtemps, Bakhmut était déjà tombé. Mais il réclamait des armes et l'armée refusait de lui donner ses armes. Voilà. Il y avait eu un truc, hein, un accrochage verbal entre lui et certains responsables des trucs de l'armée russe. Mais la situation a été réglée vite fait. Donc il n'y a plus, il n'y a... Non, 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 non. Même Bakhmut, on peut ne pas tomber et puis la Russie peut continuer. Parce que Bakhmut, c'est pas... ils n'ont pas besoin de faire tomber Bakhmut avant de continuer. Puisque l'autoroute qui va vers Kramatorsk, au nord de Bakhmut, les Russes ont déjà pris le contrôle de cette autoroute. C'est-à-dire Wagner a déjà pris le contrôle. Donc Bakhmut est resté derrière et ils ont contourné Bakhmut pour prendre. C'est comme si on dit voilà Abidjan. Est-ce que vous comprenez? On dit voilà Abidjan. Maintenant Abidjan tombe pas, mais vous contournez pour prendre l'axe Abidjan Yamsoukro. Et vous dites bon, nous on s'en va à Boaké. La ville de Boaké c'est son vise. Mais si vous avez contourné Abidjan et que vous avez pris l'axe Abidjan Yamsoukro, mais il y a route qui va jusqu'à Boaké, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller jusqu'à Boaké. Ou bien vous contournez la truc Abidjan et vous prenez le contrôle de l'axe Abidjan, Divo, Gagnoa. Et vous dites, nous, on veut libérer Gagnoa. Si la voie qui mène d'Abidjan vers Gagnoa, vous avez déjà pris le contrôle. La route est libre, vous pouvez aller. Ils ne vont pas vers Kramatorsk, ils ne vont pas vers comment là, Sloviansk, parce que c'est stratégique. Pourquoi? Tant que Bakhmut, on ne tombe pas. Ils ont certes pris le contrôle des voies d'alimentation, c'est-à-dire les grandes voies, les grands axes qui permettent aux autres villes d'envoyer des armes à Bakhmut et qui permet à Bakhmut de circuler et aller dans les autres villes. Tant que Bakhmut ne tombe pas et qu'il laisse Bakhmut derrière,
est que eux ils s'enfoncent à l'intérieur et que le jour où l'Ukraine lance une contre-offensive, ils seront piégés. Parce que ceux de Bakhmut, ils peuvent contre-attaquer en arrière. Et ceux de devant, ils peuvent contre-attaquer. Donc, du coup, ils vont être pris entre deux feux. Ceux de devant attaquent, ceux de Bakhmut, ils vont dire, bon, nous sommes coincés dans notre ville, donc on veut lancer une contre-offensive pour libérer les voies, les axes que les Russes occupent. Donc, du coup, ça va coincer les soldats russes au milieu. Et ils vont être des prisonniers. Voilà pourquoi, malgré qu'ils ont pris le contrôle des voies qui permettent d'aller de l'avant dans les autres villes, mais ils ne veulent pas avancer dans les autres villes. Ils veulent encercler totalement Bakhmut pour être sûrs que Bakhmut, ceux qui sont à l'intérieur de Bakhmut, ils ne vont pas s'échapper. Et donc, ils vont laisser une grande force derrière eux pour sécuriser la ville de Bakhmut, c'est-à-dire entourer ça pour ne pas que les gens qui sont à Bakhmut lancent une contre-offensive. Suite à ça, maintenant, les autres militaires vont continuer. Et donc, quand ils vont entourer Bakhmut, bien encerclé, ils vont interdire n'importe qui de rentrer et de sortir. Et donc, les gens qui sont là-bas, là, quand ils ne vont pas manger, ils vont finir leur nourriture qu'ils ont. Chaque fois, ils seront bombardés, À un moment donné, ils auront faim. Ils vont dire, bon, on se rend. Ils vont soulever le drapeau blanc. Et puis, ils vont devenir des prisonniers de l'armée russe. C'est tout. Les grands axes sont déjà bloqués, mais vous savez, dans chaque ville, il y a des petites routes. Et ce sont ces petites routes-là que les Ukrainiens empruntent toujours et puis ils renforcent. Il y a aussi des pistes. Donc, voilà, un peu, tout n'est pas encore verrouillé, mais les grandes voies ont été déjà verrouillées, mais il y a des petites voies qui permettent encore à l'armée ukrainienne d'alimenter Bakhmut et tout. Donc, c'est ça en fait. Et puis, il y a des forêts tout autour. Et c'est pas facile. Quand quelqu'un il est caché dans la forêt, des snipers, quand vous avancez, faites attention. Et Bakhmut, c'est une ville fortifiée. Il y a assez de trucs, de sous-sol, des bunkers et tout. Ça a été construit autant de trucs de l'Union soviétique pour éviter les armes nucléaires américaines au cas où il y avait un affrontement militaire global entre l'Union soviétique et l'Amérique, pour éviter que la population ne meure. Donc les soviétiques, ils avaient creusé dans toutes les villes ukrainiennes parce que c'était l'Ukraine qui était à la première ligne. Ils ont préparé cette ville pour ne pas que, si jamais il y a une attaque, il y a un affrontement entre l'Ouest et la Fédération de Russie, l'Ouest puisse se fatiguer dans les villes comme Ukraine et la Biélorussie. Donc la Biélorussie aussi a été construite de la même manière. Des villes avec des tunnels en bas et tout. Voilà pourquoi l'armée russe n'avance pas. Parce qu'elle est tombée dans son propre piège. C'est elle qui a construit ces villes en fait. Les Bakhmut et tout, les villes ukrainiennes. Il y a assez de bunkers, de tunnels pour empêcher les soldats de l'OTAN de progresser au cas où il y avait un affrontement entre l'Union soviétique et l'OTAN. Donc aujourd'hui, ils font face à ça. Donc les soldats ukrainiens, ils s'enterrent. Il y a des tunnels de 6 mètres de profondeur dans la terre, avec des bétons armés, au temps de l'Union soviétique, de la manière ils ont construit les métros de Moscou et tout, les métros de Kiev, c'est comme ça, c'est l'Union soviétique qui avait creusé ça. Quand la Russie bombarde, tout le monde court pour rentrer dans les métros. Et puis ils se cachent là-bas parce que ce sont des métros qui avaient été construits aussi pour protéger la population au cas où il y a une frappe nucléaire. Et donc, dans les villes, ils ont aussi fait des tunnels militaires. C'est ce qui fait que la Russie n'avance pas vite. Voilà. Donc, ne pensez pas que Bakhmut a duré, non. C'est une ville stratégique et qui a été fortifiée au temps de l'Union soviétique et les Ukrainiens ont renforcé encore cette fortification depuis 2014. Donc, les Européens les ont aidés parce qu'ils préparaient déjà cette guerre contre la Russie. Donc, c'est pas facile. Du fait que la Russie n'attaque pas avec un truc. Elle n'envoie pas ses bombardiers pour laguer des bombes, des tapis de bombes pour détruire les tunnels et tout. Voilà. Est-ce que vous avez vu les bombardiers russes qui vont laguer des bombes, des tapis de bombes, des bombes lourdes qui pèsent au moins 2 tonnes pour taper sur les tunnels? Non, la Russie ne fait pas ça. Parce que c'est ça, le monde entier attend.
pour dire, oh, la Russie tue des civils. Voilà pourquoi les Russes disent qu'ils ne sont pas en conflit contre les civils ukrainiens. Eux, ceux qui les intéressent, ce sont les militaires et le régime de Kiev. C'est tout. Parce que si la Russie commence à utiliser les tapis de bombes, ça sera un carnage total. Maintenant, vers l'est de l'Ukraine, mais c'est la population russophone qui est là-bas. La Russie ne peut pas utiliser une violence. Pas possible. La guerre des tapis de bombes. Mais ceux qui vont mourir, ce sont encore les pro-russes. C'est ça le problème en fait. Maintenant, les Ukrainiens qui combattent là-bas, là, c'est les Ukrainiens de l'Ouest, vers Lviv, là, c'est eux qui prennent pour emmener vers l'Est. C'est eux là qui s'en vont combattre là-bas en fait, parce que c'est pas chez eux. Sinon, les vrais Ukrainiens de l'Est là, eux, ils ne veulent pas combattre. On les force pour aller combattre. C'est tout. Non, la Chine participe à sa manière. C'est pas partout. La Chine n'a pas besoin d'armer la Russie. L'armée, vous savez, la Russie est une puissance militaire. C'est le deuxième pays au monde qui vend derrière les États-Unis. La Russie même vend des armes à la Chine. Vous ne le savez pas? Ah, la Russie vend des armes à la Chine. Le premier partenaire en matière d'achat d'armes, c'est la Chine qui achète beaucoup d'armes auprès des Russes. Deuxième, c'est l'Inde. Ah, vous ne savez pas, mais je vous le dis, la Chine est le premier partenaire d'achat d'armes auprès de la Fédération de Russie. Les Sukhoi, les Sukhoi 35, les Sukhoi 30, tout ça, la 34. Mais la Chine a acheté beaucoup. C'est parce que le Sukhoi 57, la Russie n'a pas voulu vendre ça à la Chine. La Chine s'intéressait à ça. Elle a dit non, elle ne vend pas son avion de 5e génération. Elle voulait fabriquer l'avion avec l'Inde, mais il y a eu des incompréhensions. Et donc, elle a fabriqué ça pour elle seule. Elle ne veut pas vendre ça à un autre pays. De la manière, les Américains ne veulent pas vendre le F-22 Raptor à aucun autre pays. Les Russes ne veulent pas vendre le Sukhoi 57. Voilà pourquoi ils veulent créer un autre Sukhoi, le Sukhoi 70 checkmat pour le vendre aux autres pays qui s'intéressent à des avions de 5e génération, mais beaucoup moins cher que le F-35 américain. Donc les Russes, ils avaient présenté le prototype. Voilà. Et donc ils sont là, ils ont dit que ça allait sortir entre 2025. L'avion allait sortir officiellement en 2025. Et en 2026, ça allait rentrer en vente. Donc, avec la guerre, Poutine a dit qu'ils n'ont qu'à accélérer la cadence des armes qu'ils allaient, par exemple, des armes qui étaient programmées pour 2024, ils n'ont qu'à faire sortir ça en 2023. Et pour 2023, c'était sorti en 2022. En 2026, ça va sortir en 2025. Donc, voilà, ils n'ont qu'à accélérer les choses. Voilà un peu. Donc, la Chine, on y va pas. La Russie n'a pas besoin de la Chine pour avoir des armes. La Russie prend des armes auprès de l'Iran. C'est pas n'importe quelle arme. La Russie ne demande pas des chars, ne demande pas des missiles, ne demande pas des avions. En matière de drones, la Russie est en retard. Est-ce que vous comprenez? Où la Russie est en retard, c'est en matière de drones parce que la Russie n'a pas, c'est pas trop lancé dans la production des drones. Elle a négligé le côté drone. Les Américains ont développé, les Israéliens ont développé, les Iraniens développaient la technologie des drones, les Chinois développaient, les Turcs ont développé. Les Russes, ils ne se sont pas concentrés sur les drones. Eux, ils se sont orientés vers les missiles hypersoniques et tout. Les missiles Poséidon. Donc, eux, pendant que les autres produisaient les drones, eux, ils étaient là à faire d'autres trucs en recherche en technologie dans des missiles et tout, et dans les avions de 5e génération, en concurrence directe avec les Américains et les Chinois. Donc, eux, ils ont abandonné au niveau des drones. Au moment où ils ont commencé à s'intéresser aux drones, ils n'ont pas produit
beaucoup de drones, ils ont produit peu de drones. Est-ce que vous comprenez? Ils ont produit peu de drones et ils ont aussi voulu produire le gros drone. Ils ont produit un gros drone qu'on appelle le Sukhoi 70, le drone qui a un seul moteur qui devrait fonctionner avec le Sukhoi 57 et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce drone, ils ont produit avec d'autres drones mâles, mais ils n'ont pas produit en quantité suffisante. Ils ont produit peu. Pour eux, ce n'était pas un truc nécessaire, mais avec ce qui se passe en Ukraine, la confrontation entre la Russie et l'Occident, ils ont compris que les drones étaient importants. Maintenant, comme ils n'avaient pas produit assez de drones, ils avaient négligé ça, alors ils ont demandé aux Iraniens qui, eux, ils se sont concentrés sur la production des drones parce que les Iraniens manquent d'aviation, donc par manque d'avions. Et comme ils n'ont pas la technologie pour produire des vrais avions, les Iraniens, ils se sont lancés dans le domaine des drones et ils sont devenus leaders. Et comme l'Iran est le partenaire direct de la Russie, les Russes ont dit, bon, si c'est le cas, on va signer des partenariats en matière de drones. Voilà comment l'Iran a dit, bon, nous allons vous fournir des drones. On va vous montrer la technologie des drones. En retour, nous, Iraniens, on veut des avions de 4e génération et plus pour avoir une force aérienne de frappe. Donc on a réussi à dire, bon, en retour, on va vous donner des Sukhoi 35. Donc l'Iran va recevoir des Sukhoi 35, 24 Sukhoi 35 d'abord, entre mars et avril. Donc la Russie va transférer 24 Sukhoi 35 d'abord pour permettre à la force terrestre, la force aérienne iranienne d'être convaincante. Et ce qui va permettre à l'Iran, au cas où il y a une guerre, d'aller frapper très loin de ses frontières. Parce que les avions que l'Iran a ne permet pas à l'Iran d'aller frapper en profondeur. Donc avec les Sukhoi 35, ce sont des avions qui peuvent voler à 2000, à 6000 km s'il y a un truc pour aller frapper, aller faire des missions et revenir. Donc ce qui peut menacer les groupes aéronavals, trucs américains, si jamais ils sont sur la mer, ces avions peuvent porter des missiles pour aller les frapper sur la mer et revenir. Ou bien aller traverser la frontière iranienne, traverser l'Irak et menacer Israël directement. Donc voilà. Et c'est ce qu'ils ont signé comme contrat. Donc les Russes ont accepté. Et donc l'Iran et la Russie ont construit une usine de production de drones. Ce que vous appelez Shahib, quoi là. Mais les Iraniens ont transféré cette technologie à la Russie et donc les Russes produisent eux-mêmes ces drones sur le territoire russe. Maintenant, la Russie a dit que la technologie que l'Iran lui a montrée en matière de drones, les drones sont un peu lents. Donc les Russes sont là modifier les drones aux Iraniens, c'est-à-dire la technologie iranienne, ces drones qui produisent sur leur propre territoire, pour que ces drones puissent avoir une grande vitesse pour pénétrer n'importe quelle défense aérienne. Donc, ils sont là pour concevoir des drones, la même truc, mais avec une vitesse plus élevée par rapport à leurs concurrents iraniens directs. Donc, voilà un peu. Eux, ils ont maintenant la technologie, mais ils veulent le modifier pour que ça puisse aller vite. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont commencé la production. Shaib, voilà, ils ont commencé la production et tout. Donc, c'est le nom iranien qui est resté, mais en réalité, c'est produit maintenant sur le territoire russe. Et ces drones commencent à être modifiés en matière de vitesse. Maintenant, quand ils vont modifier, là, les Iraniens vont aussi s'intéresser pour dire, ah, comment vous avez fait ça? Parce que la Russie n'est pas un petit pays. Ils leur ont montré. Eux, ils ont des grands scientifiques. Les Russes ont des meilleurs scientifiques. Donc, leurs scientifiques vont dire, bon, c'est bon, mais on va modifier ici, on va modifier ici pour que ça soit encore plus performant par rapport à ses concurrents directs iraniens. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils sont à faire. C'est ce qu'ils font en fait. Non, 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 non. Ça n'avance pas vite, je comprends. Vous savez, une guerre brutale et rapide, ça consomme des hommes. Est-ce que vous comprenez? Il faut beaucoup d'hommes
Parce que quand tu veux avancer vite, il faut beaucoup d'hommes. Donc, c'est ça, la vérité. Tu veux avancer vite. Parce que ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine seule qui est là-bas. Hein. C'est l'Occident, le bloc occidental qui est derrière l'Ukraine. Des mercenaires en un point fini, des gens surentraînés, des voyous. Et donc, si la Russie veut aller vite, vite, il faut une masse d'hommes. Et ça va faire que la Russie va perdre beaucoup. Et donc, la Russie ne veut pas une grande perte militaire. Voilà pourquoi elle avance. Au début, elle avait fait une erreur. Maintenant, elle a rectifié ses erreurs, elle a corrigé ses erreurs. Et donc, elle avance petit à petit, prudemment, pour ne pas que... Est-ce que vous voyez encore des chars de colonne de l'armée russe qui se font bombarder? Non, parce qu'elle a compris la leçon. Au début, elle faisait ses erreurs et ses chars se faisaient détruire. Maintenant, la Russie a compris la truc. Les Ukrainiens, on leur envoie des trucs, des missiles anti-chars. Vous voyez, est-ce qu'ils détruisent encore beaucoup les chars, beaucoup de chars russes? Non, ils ne le font plus. Parce que les Russes font maintenant prudemment. Ils vont, avec la tirée, ils frappent jusqu'à l'ennemi recule. Après, ils avancent petit à petit. Donc, ça prend du temps. Ça consomme assez de munitions. Voilà pourquoi ça va un peu. Mais, dans un peu là, ça il a fatigué aussi les Occidentaux. Parce qu'ils doivent suivre la cadence. Ça il a les fatiguer. Voilà un peu. Sinon, les Russes peuvent dire, bon, si la Transnistrie attaque, non, si la Moldavie, l'Ukraine et l'OTAN attaquent la Transnistrie, là, ça va accélérer les choses parce que les Russes seront dans l'obligation d'attaquer directement Odessa. Même s'il faut perdre des navires, mais pour prendre le contrôle d'Odessa, ils vont le faire directement. Là, ils ne vont plus hésiter. Ils vont aller en masse, lancer une grande offensive maritime avec des trucs, des marins et tout. Des sous-marins vont rentrer en jeu, ils vont pas laisser en fait la Transnistrie. Ils vont accepter de perdre beaucoup d'hommes et prendre le contrôle de la Transnistrie et mener une opération spéciale jusqu'en Moldavie. Là, ils pourront mobiliser au moins 1 million de personnes pour attaquer sur ce côté-là, pour en découdre directement avec quiconque menace à la Transnistrie. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter de perdre ce dépôt de munitions de 22 000 tonnes. Il s'agit de la suivi de la Russie. Mais tant que là-bas n'est pas attaqué et que c'est l'opération spéciale, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils vont faire petit à petit. Petit à petit. Ils sont là grignotés. Hein. Ils grignotent petit à petit. Ceux qui disent la Russie, l'Ukraine même a déjà rappelé tous ces soldats qui font partie de l'ONU. Tous les soldats ukrainiens de l'ONU ont déjà quitté l'ONU. Ils sont allés au front. Avez-vous déjà appris que la Russie a rappelé ses soldats qui sont à l'ONU? Avez-vous déjà appris que la Russie a rappelé Wagner qui se trouve en Afrique? Non. La Russie a des bases militaires en Syrie, en Arménie, en Turkménistan, en Abkhazie. Tout ça, la Russie a des bases militaires. La Russie se trouve hein, au Venezuela pour prendre soin du régime de Maduro face à la rébellion montée de toutes pièces par des Américains, hein, dont le leader est Gaïdo. La Russie a des troupes là-bas. La Russie mène des exercices militaires avec l'Afrique du Sud. Donc voilà un peu la réalité. Ça fait, c'est pas des soldats qui manquent à la Russie. Elle a mené des exercices militaires avec la Chine, l'Afrique du Sud, oui, avec l'Algérie. Voilà. Donc, ce ne sont pas, même en Nicaragua, la Russie a des soldats là-bas. Donc, ce ne sont pas des. Voilà, ce sont dit une grande puissance. C'est-à-dire, le pays fait front face au bloc occidental. Et malgré ça, il a des soldats partout dans le monde qui font des exercices, qui ont des... Ce sont dit une grande puissance. Parce que si ce n'est pas une grande puissance, dès lors que tu es confronté à une telle situation, tu appelles tous tes soldats, allez-y, au front. Mais là, la Russie n'a pas mis tous ses soldats au front. Ces navires se baladent dans la même Méditerranée, qui font un truc de navette. Il y a des sous-marins nucléaires russes ou bien des sous-marins lanceurs de trucs, de missiles, truc, hein?
voilà, qui se baladent dans la mer, il y a des navires russes qui se baladent partout, voilà, des avions russes qui font des exercices, voilà, eux tous, ils ne sont pas impliqués dans dans l'opération spéciale. Donc, c'est ça qui démontre que c'est une vraie puissance militaire. Maintenant, il y a un exercice militaire de l'OTAN qui est programmé pour la semaine prochaine. La Turquie a refusé de participer à cet exercice. L'Inde a refusé de participer à cet exercice. Et aussi, il y a un troisième pays qui ne veut pas participer par rapport à la situation mondiale. La Turquie refuse de participer à l'exercice de l'OTAN parce que, voilà, elle veut un peu prendre ses distances au cas où il y a une guerre, elle ne veut pas trop s'impliquer. L'Inde dit non. Moi, je m'attends bien à l'Ouest, je m'attends bien à Moscou. Et je ne peux pas prendre parti. Donc, votre exercice là, cette fois-ci, je ne vais pas participer. Parce que l'Inde est un pays qui fait des exercices avec la Russie, la Chine et avec l'OTAN. Parce qu'eux, ils sont au milieu. Mais cette fois-ci, l'Inde ne veut pas prendre parti ni pour l'OTAN, ni pour la Russie. Elle veut rester neutre. La Turquie, c'est la première fois qu'ils disent non, 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 nous on ne veut pas participer parce que la situation est trop tendue. On ne veut pas encore mettre de l'huile sur le feu. Donc en fait, votre exercice, l'armée turque ne va pas participer à ça. Et donc voilà un peu. Ce qui veut dire, voilà, il y a quand même une certaine prudence au sein de l'Alliance et que la Turquie ne veut pas s'embrouiller avec la Russie et tout. Voilà, donc voilà un peu. Oui, non. Au sein de l'OTAN, il y a la Hongrie, il y a la Turquie et il y a la Croatie. Parce que le président croate, il a été clair. Il dit, lui, il ne soutient pas l'Ukraine. Il ne veut pas former de soldats ukrainiens sur son territoire. Et que si jamais il y a un affrontement, si l'OTAN provoque une guerre avec la Russie, l'armée croate ne participera pas à cette guerre. Il a été clair dès le début. Et il est toujours sur sa position. Que les Occidentaux cherchent par là, ils provoquent. Donc, ça veut dire au sein de l'OTAN, là, ils sont combien là? Je ne sais pas combien ils sont. Donc, ils doivent comprendre qu'il y a déjà certains pays qui commencent à être des pays rebelles. Et la Hongrie aussi, Viktor Orban ne cesse de le dire. Il dit, lui, il ne soutient pas l'Ukraine. Il dit, il ne peut pas former des soldats ukrainiens, il ne peut pas mener des armes à l'Ukraine. Et que s'il y a un affrontement, lui, il ne veut pas que son peuple participe à ça. Donc, du coup, Viktor Orban, il commence à compliquer. Souvent même d'autres disent qu'il est pro-Poutine. Bon. Turquie soutient l'Ukraine, Turquie donne des armes et tout. Mais quand il s'agit de guerre entre l'OTAN et truc, Erdogan commence, il dit, moi je fais des affaires avec la Russie, je ne vais pas m'embrouiller. Voilà, je peux soutenir l'Ukraine, mais dire mes soldats vont directement affronter l'armée russe, non, je ne vais pas et tout, je vais prendre mes distances un peu. Donc voilà un peu. Donc il y a trois pays déjà qui compliquent cette histoire d'OTAN. Parce que pour que l'OTAN puisse coincer la Russie, il faudrait que la Turquie accepte. Puisque dans le détroit où la Turquie contrôle, c'est par là les bateaux russes doivent passer pour rentrer dans la mer Noire. Et si les bateaux de l'OTAN devraient aussi passer pour venir dans la mer Noire, il faut que la Turquie donne son accord. Mais tant que la Turquie dit non, pas question, je ne donne pas mon accord, mais c'est bloqué. Voilà pourquoi l'OTAN est embarrassée par la position turque. Parce que c'est une position très très stratégique. La Turquie a une position stratégique. Maintenant, l'OTAN ne peut pas chasser la Turquie. Parce que si l'OTAN chasse la Turquie, ils sont là, fait perdre le contrôle de la mer Noire à la Roumanie, puisque la Roumanie fait aussi partie de la mer Noire. Donc, pour que les navires roumains passent pour arriver dans les ports de l'OTAN qui se trouvent en Roumanie, il faut que la Turquie donne son accord. Donc, une Turquie qui ne fait plus partie du truc de l'OTAN, qui est en conflit avec l'OTAN, mais indirectement, la Roumanie rentre dans un blocus naval. Et c'est fini. Voilà pourquoi les Américains, ils sont embarrassés. Ils ne savent pas quoi faire avec la Turquie. Ils tournent sur eux. Déjà, les Turcs réclament leur part de financement dans le projet du F-35. Parce que
quand le F-35 se produisait, la Turquie avait participé à la production et avait aussi financé. En retour, la Turquie devrait recevoir 150 avions F-35 de la part des Américains. La Turquie a produit des pièces détachées pour cet avion. Et les Américains reprochent aux Turcs, parce que les Turcs, ils avaient demandé des systèmes de défense aérienne, les Patriotes. Les Américains ont refusé de vendre des Patriotes à la Turquie. Donc la Turquie dit, bon, nous n'avons pas de système de défense. Notre pays peut être menacé par n'importe qui à tout moment. Donc si c'est le cas, nous allons acheter des systèmes de défense aérienne russes. Et c'est comme ça, ils sont allés signer le contrat du S-400. En retour, la Russie a transféré une partie de la technologie le S-400 à la Turquie. Et donc la Turquie elle-même a maintenant la technologie de la production des missiles anti-aériens. Donc la Turquie peut maintenant fabriquer ses propres trucs, puisque la Russie a donné une partie de la technologie, pas tout, mais une partie de la technologie de la fabrication des systèmes de défense aérienne. Washington est fâché et sanctionne la Turquie pour dire, bon, la Turquie ne va plus avoir les 150 avions et tout. Bon, la Turquie dit, bon, si c'est ça, remboursez-nous notre argent. Parce qu'on a financé aussi le projet, on a participé au projet, on a payé. Donc, vous ne pouvez pas bloquer notre argent et encore bloquer les avions. Donc, donnez-nous notre argent. On va acheter des avions chez les Russes. Et donc, voilà un peu, les Américains, ils sont embarrassés, ils sont fâchés, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Sur ce, on se laisse partager le direct et j'espère que vous avez mieux compris la situation d'aujourd'hui. Donc, on suit de près ce qui se passe. Chers parents, chers amis, on est ensemble. Bonne nuit à tous et bon week-end.